Est-ce que vous connaissez Cry of Fear? Alors, sûrement pas, parce que c'est pas très connu, mais en même temps, ça reste connu. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, autour de moi, je vois personne en parler. Quand je demande, personne connaît. Par contre, sur les réseaux, il y a quand même du contenu. Par exemple, sur YouTube, il y a des vidéos à plusieurs millions de vues. Il y a des gars qui font des icebergs. J'ai même vu des tier lists. Sur TikTok, je tombe sur plusieurs Reddit ou même des photos. D'ailleurs, la communauté TikTok de Cry of Fear, 90% ils sont pas joués au jeu. Mais bref, vas-y, c'est pas grave. Donc, Cry of Fear, c'est un jeu d'horreur psychologique sorti en 2012 où on joue Simon Erickson, un mec de 19 ans qui souffre d'anxiété et de plusieurs problèmes mentaux dont la dépression, qui va être un des sujets principaux du jeu. Donc je préviens, même si je vais pas du tout prendre de ton sérieux concernant le sujet, si vous êtes sensible quand on parle de ce genre de choses, au moins vous êtes prévenu. Son objectif, c'est juste de rentrer chez lui parce qu'il fait nuit et que sa mère est inquiète. De tous les jeux d'horreur auxquels j'ai joué, je pense que Simon a le meilleur des objectifs. Je suis pas ouvert au débat. À la base, Cry of Fear, c'était un mode sur le jeu Half-Life qui est ensuite sorti séparément pour être un jeu totalement à part. Et si vous n'êtes pas au courant, il est pas le seul dans ce cas-là. Counter-Strike et Team Fortress étaient aussi des modes de Half-Life, ainsi que Garry's Mod et The Stanley Parable. Il n'y a pas que ces 4 jeux-là, c'est ceux-là que j'ai cités parce qu'ils parlent à plus de monde, mais il y en a énormément d'autres qui sont juste moins connus. Je peux vous afficher la liste à l'écran, vous pouvez aller voir si vous voulez. Tout ça pour dire que c'est pas quelque chose d'inhabituel. Bref, quand on lance le jeu, on a un launcher qui fait grave du bruit, frère. À chaque fois que je lance le jeu, ça m'extermine les oreilles. Ça me rappelle quand tu lançais Xenoverse 2, t'avais la musique qui réveillait ton bâtiment entier. Et t'avais beau enlever tous les sons de jeu, elle se mettait quand même. Le jeu commence avec un petit monologue que je vais pas lire, mais je peux vous laisser le texte si vous voulez. En gros, le protagoniste va parler du fait qu'il s'est toujours senti seul dans sa vie. Comme ça nous permet de comprendre le personnage. Puis il y a une cinématique qui nous montre la ville dans laquelle va se passer le jeu. Il y a une atmosphère bien sombre, ça donne pas envie d'y habiter. Là, on voit Simon dans le train qui regarde par la fenêtre avec sa capuche, tel un vrai Sigma Dark Sasuke qui va à la salle pour oublier sa tristesse. En marchant dans la rue, sûrement pour rentrer chez lui, il va tomber sur un homme qui demande de l'aide. Il va se baisser pour l'aider et à ce moment, une voiture va juste foncer sur Simon, comme ça, gratuit. Ce qui s'ensuit est une cinématique super bizarre. On va voir une suite de trucs incompréhensibles avec quelqu'un qui respire fort et plein d'images bizarres. Après cette cinématique, on spawn dans la chambre de Simon et on remarque tous l'effet flou, dégueulasse qu'il y a. Vous inquiétez pas, ça va disparaître, c'est juste pour ce moment. Il y a une petite ref à Half-Life, c'est cool. Sinon, rien de bizarre, à part cette chaise au milieu, on espère qu'il a rien essayé de grave avec. Et la chambre est vraiment en mauvais état. Ça se voit qu'il en prend pas soin. Comme son état mental, je présume. Pire même, on dirait il a détérioré encore plus. Pourquoi il y a des morceaux de mur enlevés? Pourquoi l'interrupteur il est tordu comme ça? Bon, on va sortir, on va utiliser notre appareil photo pour photographier des croix, pour faire apparaître des trucs comme des portes pour continuer à avancer, ou des choses qui ont l'air d'être des hallucinations. Cette balade se termine avec un couloir long sa mère et un screamer bien efficace. Simon se réveille dans une ruelle sans aucune blessure. Il reçoit un message de sa mère qui lui dit de rentrer, mais il peut pas lui répondre parce qu'il a plus de crédit. Or Simon, on a tous connu la haine aussi, t'inquiète pas. Et après, littéralement en 5 secondes de jeu, on voit déjà un mec qui marche au loin de façon ténébreuse, donc on se sent pas en sécurité dès le début. On trouve une porte et elle est bloquée avec un code. On va devoir trouver et du coup on avance. Et on voit un truc de fou devant nous. Simon s'en bat les couilles et continue à avancer. On dirait c'est normal pour lui. On continue et on ramasse des feuilles remplies de pistes sur lesquelles il y a écrit un mot qui vont nous servir à taper un code sur ce PC qu'on va trouver en rentrant dans ce petit resto. Et quand on tape le mot de passe, on a cette suite de chiffres, sûrement pour la porte. Alors à partir de là, je pense qu'on s'est tous rendu compte de quel genre de jeu ça va être. Tous ces codes, etc. Ça fait grave penser à Resident Evil. Car dans ces jeux, tu tombes souvent sur des chemins bloqués ou des objets à déverrouiller qui ont besoin de codes que tu vas trouver en explorant, mais aussi en faisant plusieurs allers-retours. Éléments qu'on retrouve dans Cry of Fear un peu plus tard dans le jeu. J'en reparlerai plus tard. De toute façon, ceux qui ont joué, vous savez. Et il y a aussi un inventaire qui met pas pause au jeu quand tu l'ouvres. Donc si tu veux changer d'arme ou te soigner avec des ennemis autour, bah force à toi. Et cet inventaire est limité, que ce soit pour ton équipement ou pour les objets clés. Par exemple, si tu trouves une clé que tu es obligé de prendre si tu veux avancer dans le jeu, mais que t'as pas assez de place, tu vas être obligé de jeter un truc de ton inventaire pour pouvoir la prendre. C'était quelque chose qu'on trouve pas dans tous les jeux d'horreur. Il y a souvent un inventaire limité, mais en général, les objets clés, ils font pas partie de l'inventaire. Ils sont dans une catégorie à part, sans limitation, pour que tu puisses continuer l'histoire sans que ça affecte ton gameplay. Mais là, ils en font partie et c'était quelque chose qu'on voyait pas mal, surtout dans les premiers Resident Evil. Donc voilà, je trouve que l'inspiration est cool. On trouve plusieurs énigmes, parfois faciles à résoudre, parfois un peu dur, hein. Je vais pas vous mentir, je cherche des solutions des fois. Mais bon, au niveau des énigmes, je pense pas que ce soit une inspiration de Resident Evil. Ils ont pas inventé la réflexion non plus, hein. Il y a quelques autres trucs de cette licence dont Cry of Fear s'inspire, mais je vais pas tous les mettre parce que je suis pas là pour faire une vidéo top 10 des références à Resident Evil dans les jeux d'horreur. Il y a la chaîne Trash qui est faite pour ça. Bon, on retourne au jeu. Après avoir eu notre code pour la porte, on y retourne. Et quand on la passe, on voit un mec derrière une porte. Et quand on s'en approche, il la ferme. Juste après, on reçoit un message d'un numéro non enregistré qui nous dit regarde à droite. Et il y a une porte qui s'ouvre toute seule. Quand on rentre, on trouve le premier objet de sauvegarde. C'est le truc
pour mettre les cassettes là, je sais pas comment ça s'appelle. Par contre, il n'y a pas de safe room dans ce jeu, carrément c'est l'inverse. Des fois, il y a des ennemis qui spawnent dans la salle de sauvegarde, donc t'es jamais à l'abri. Puis en avançant, on tombe sur le premier ennemi du jeu. Maintenant qu'on voit le premier ennemi, je peux enfin parler du, entre guillemets, bestiaire du jeu. Enfin, c'est les monstres qui vont nous attaquer. Donc du coup, c'est le premier type d'ennemis qu'on va rencontrer, qui sont les plus basiques. Ils sont lents et ils font peur. Je viens de vous dire qu'ils étaient basiques, hein, rien de fou. Enfin, ils font peur quand même, hein, mais par rapport à ce qu'il y a après dans le jeu, c'est vraiment rien de fou. Il y a des espèces de titans, mais bizarres, genre des fois ils marchent sans t'attaquer, des fois ils t'attaquent. Il y a un ennemi qui fait grave rire là, lui avec son gun. Truc par rapport aux ennemis du jeu quand je l'ai tous vus pour la première fois, c'est qu'ils sont perturbants de fou par rapport aux autres jeux. Genre j'ai jamais vu des monstres qui te mettent autant mal à l'aise, genre ils ont des démarches super bizarres, ils tremblent, on dirait que leur corps il bug, mais un bug réel, pas un bug informatique. Enfin, en fait c'est le principe de trembler, pourquoi j'explique. Après le prologue on atteint la première vraie zone du jeu qui est les appartements. D'ailleurs quand tu entres il y a une musique de fou, t'as l'impression que tu viens de rentrer dans l'oblivion. Du coup dans cette zone on va rencontrer de nouveaux ennemis, dont les premiers qu'on a vu juste tout à l'heure. Il y a les enfants qui ont deux couteaux et qui sont petits, rien de fou aussi. Il y a les mamans qui à chaque fois me faisaient flipper de fou parce qu'ils crient tellement fort frère, c'est grave. Un ennemi qui ressemble à Michael Myers, mais que en apparence, parce que Michael Myers, lui, il marche lentement, mais ce fils de pute, il court trop vite. Puis ce monstre-là, le bébé, qui est le pire monstre du jeu, en gros, il va te foncer dessus. Quand il va t'atteindre, il va juste mourir en t'infligeant d'énormes dégâts. Ouais, c'est un creeper, quoi. Donc si t'es au corps à corps, tu te manges les dégâts et tu fermes ta gueule. Et si t'es à distance, bah, tu vas quand même te manger les dégâts parce qu'ils apparaissent toujours dans des endroits bien serrés, et t'as ni le temps de réagir, ni de courir. Et si t'essaies de leur tirer dessus, ils vont t'attendre avant que tu les tues. Donc voilà, cet ennemi est 0 sur 10, personne ne t'aime. En parlant de courir, ouais, je sais, c'est une transition de fou. La première fois que j'ai joué au jeu, j'ai énormément kiffé le gameplay. En fait, au moment où je faisais le jeu, j'étais dans une période où je jouais à énormément de jeux d'horreur dont le gameplay était pas très diversifié, je sais pas comment dire, je vais vous expliquer, ça va être mieux. Dans Cry of Fear, tu peux courir, sauter, t'accroupir, esquiver, donner des coups rapidement, que ce soit au corps à corps ou à distance. À part le changement d'équipement et le rechargement, ce qui est un peu long, ça reste un gameplay dynamique qui t'offre beaucoup de possibilités. Alors que les autres jeux que je faisais à la même période, c'était soit des point and click, donc tu bouges seulement avec ta souris, soit des jeux d'exploration où tu devras fuir et te cacher. Eh, la vie de ma mère, tu me fais un truc chelou dans le noir, la vie de ma mère, je crie. Wallah que je crie, j'ai juré, hein. Elle nique sa mère si les voisins ils viennent. Je fais quoi? Bah tu vas à droite. Droite? Ouais, je sais pas, vas-y. Putain, le bâtard, tu m'arrêtes, putain! Ou même des survival horror, mais avec un gameplay assez lent, très différent de Cry of Fear. Et je sais que ces jeux-là, ils font exprès de pas donner un gameplay dynamique, parce que moins t'es libre de tes mouvements, plus t'es soumis aux contraintes que le jeu t'impose, donc plus t'as peur. Mais du coup, en lançant Cry of Fear pour la première fois et en ayant l'habitude du gameplay lent des autres jeux, je m'attendais pas du tout au gameplay autant dynamique, et en découvrant ça, je me sentais tellement libre, j'avais l'impression d'avoir été enchaîné pendant des mois et qu'on m'avait libéré. Par contre, le gameplay a beau être bien, il y a des fois où ça casse les couilles. Genre à des moments, tu dois passer dans soit des fenêtres, soit des petits trous, mais qui sont en hauteur, donc tu dois sauter, puis t'accroupir en plein air et avancer en même temps. En vrai, c'est pas si dur, mais c'est pas commun une mécanique comme ça. Donc si tu la comprends pas, tu vas juste galérer 10 ans à essayer de passer comme un con. Concernant la barre de vie, pour se soigner, Simon se pique avec de la morphine. Alors une fois, je veux bien, mais tu vas te piquer pendant tout le jeu. Je comprends pas comment il s'endort pas, le frérot. Le dernier monstre de la zone des apparts dont je veux parler, c'est cette femme bien cliché avec la robe blanche et les cheveux noirs longs. Je sais qu'elle a un prénom, mais j'ai oublié. De toute façon, Google ça existe, je vous affiche le blaze à l'écran. Tu vas en rencontrer quelques-unes dans la zone et déjà d'apparence elles font peur, mais leur mécanique d'attaque est super originale, elle m'a vraiment choqué quand je l'ai vue. Elle va pas t'attaquer du tout, mais par contre si tu mets trop de temps à la tuer, il va se passer ça. Oui, Simon vient de se suicider. La mécanique de cet ennemi, c'est qu'il te pousse au suicide si tu mets trop de temps à le tuer. Alors évidemment, c'est pas très dur d'éviter ça. Soit tu la tues vite, soit quand Simon commence à pointer son arme sur lui, tu dois juste spam ta souris comme un joueur de Osu et il va résister. La première fois que j'ai vu ça, j'étais vraiment sous le choc. En fait, je m'y attendais pas du tout et j'ai jamais vu ça dans un jeu. Genre, juste écouter la scène. Entendre Simon pleurer en essayant de résister, ça met vraiment mal à l'aise. Bref, passons à autre chose s'il vous plaît. En progressant dans le bâtiment, on va parfois remarquer des changements, comme des portes qu'on pouvait ouvrir mais qui sont maintenant bloquées, et inversement, ainsi que des passages bloqués par des barreaux qui n'étaient pas là avant, et quand tu interagis avec, même Simon le dit, il comprend pas ce qui se passe. À un moment, on va devoir prendre un ascenseur pour progresser, et quand on en descend, toute la zone change. Cette fois-ci, c'est pas que des mini-changements qui sont discrets, c'est vraiment flagrant, des murs différents, un sol différent, des traces de sang partout, et des barreaux qui bloquent les passages encore une fois.
Et c'est pas le seul moment que ça arrivera, bien sûr, il y a beaucoup de fois l'environnement changera d'un coup et donnera une atmosphère encore plus dérangeante. Je vais encore parler d'une inspiration pour le jeu, mais tous ceux qui ont déjà joué à la série des Silent Hill ont déjà remarqué que ce changement de zone s'est très inspiré par ces jeux. De toute façon, avec le fait que ce soit un jeu d'horreur psychologique, on pouvait s'y attendre, et encore plus en voyant l'inspiration de Resident Evil, tout en sachant que c'est fait par des développeurs indépendants, qui sont forcément des fans de jeux d'horreur, c'est pas si choquant que ça. Et encore une fois, l'inspiration est cool à voir. En arrivant tout en bas, on tombe sur un couloir qui n'était pas à l'avant, qui nous mène au tout premier boss du jeu. Donc oui, dans ce jeu, il y a des boss, par contre je vais pas vous présenter toutes les mécaniques de tous les boss à part un, parce que en vrai, les boss c'est vraiment pas le point fort du jeu, mais il y en a quelques-uns qui sont pas mal, évidemment j'en parlerai. Quand on bat le boss, Simon s'évanouit, et on a un espèce de flashback d'une maison, sûrement celle de Simon. Il y aura d'autres flashbacks dans la suite du jeu, et à ce moment, je remarque un petit truc. Alors peut-être que c'est voulu, peut-être pas, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que Simon est sur le point de mourir, il a un flashback, soit sur son accident, soit des éléments de sa vie avant d'être confronté à tous ces monstres, puis il se réveille, ou il passe dans une nouvelle zone, et ça arrive assez fréquemment dans le jeu. Mais bon, on met ça de côté, ça sera sûrement expliqué plus tard. Simon se réveille dans un autre endroit encore, et on voit enfin un humain comme nous. Il veut pas nous dire qui il est, mais dans les sous-titres, on voit que son prénom est Docteur. Bon, en vrai, ça se voit un petit peu grâce à la blouse, et il nous dit qu'on devrait pas être là, car c'est dangereux. Non, jure, ça l'enculé, tu crois c'est mon choix d'être là? Simon lui demande pourquoi il porte un masque à gaz. C'est vrai ça, pourquoi il porte un masque à gaz? Il répond, t'es con ou quoi? J'ai l'air d'avoir envie de devenir comme eux? Je vous jure que c'est le vrai dialogue, pas très professionnel le docteur. Et il finit avec « Je peux pas te faire confiance, je sais pas si t'es réel ». Je pensais qu'en voyant ce mec, on allait avoir un peu plus de réponses sur ce qui se passe, mais en fait on a juste plus de questions. Il dit que son masque lui empêche de devenir un monstre, et ça nous fait peut-être supposer que tous les monstres qu'on voit c'est genre des zombies, et qu'il y aurait une espèce d'épidémie. Sûrement pour ça qu'ils ressemblent à des humains, parce qu'on voit des hommes, des bébés, des enfants et des mamans. C'est vraiment super bizarre, mais pas le temps pour les théories, de toute façon on n'a pas continué pour savoir ce qui se passe. On reverra le docteur à d'autres moments dans le jeu, et évidemment je vous en reparlerai plus tard. Un truc un peu chiant dans le jeu, c'est que je tombais sur un moment où je devais résoudre une énigme en appuyant sur Z pour composer un numéro. Le problème, c'est que vous savez déjà, tous les claviers dans le monde, c'est des QWERTY, sauf en France et quelques pays, qui sont en AZERTY. Je crois, il y a un autre type de clavier, je crois, mais bref, les couilles. On va dire que c'est ça les deux principaux. Et comme le jeu n'est pas français, il est bien évidemment prévu pour un clavier QWERTY. Donc toi, quand tu appuies sur Z, le jeu considère que tu appuies sur W. Et inversement, donc je me suis dit qu'il fallait juste que j'interfère les deux touches, comme ça le jeu considère que j'appuie sur Z. Mais il se passait rien, que j'interfère les deux touches, que j'appuie sur W, peu importe, il se passait rien. J'ai eu beau changer les touches 20 fois, rien ne marchait. J'ai dû donc chercher la solution sur YouTube pour trouver le code et pouvoir continuer. Heureusement que le code n'est pas aléatoire pour tout le monde, sinon j'étais cuit. Merci aux mecs qui font des long plays du jeu en entier sur YouTube. Vous êtes des héros. Du coup, voilà, bug un peu chiant, je vous préviens au cas où. Et là, j'en profite pour parler des autres bugs du jeu. Le deuxième dont je vais parler peut se revenir du début à la fin, il est largement plus chiant que celui du téléphone. Quand tu es dans une zone, elle est chargée entièrement, pour que quand tu passes une porte, ça mette pas 10 heures à ce que tu la passes. Par contre, il n'y a que la zone dans laquelle tu te trouves qui est chargée. C'est-à-dire que si tu te trouves dans les appartements, il n'y a que la zone entière des appartements qui est chargée, et le reste du jeu ne l'est pas. Sûrement pour économiser des ressources, et aussi, en vrai c'est logique, parce que ça sert à rien de charger le reste si t'es pas dedans. Du coup, comme je vous ai dit, quand tu vas passer une porte mais qui est toujours dans la zone chargée, il y aura aucun problème. Par contre, quand tu vas passer une porte pour changer de zone, t'as littéralement une chance sur deux pour qu'on te jeu crash, parce qu'il a pas réussi à charger la zone, donc tu te prends un chargement infini et t'es obligé de relancer. Ce qui est super chiant, parce que déjà tu perds du temps, mais en plus, si ça fait longtemps que t'as pas trouvé de point de sauvegarde, tu devras reprendre ton dernier checkpoint, parce que je le rappelle, les sauvegardes sont manuelles, mais elles sont seulement dédiées au point de sauvegarde. Et ça fait pas ça seulement pour les changements de zone, mais aussi quand tu meurs, et ça m'est même déjà arrivé rien qu'en lançant le jeu, même si ça reste plus rare. C'est dommage que le jeu soit mal codé sur ce point, parce que c'est des trucs qui peuvent te faire rage quitte une session. J'ai même eu un bug où j'ai dû lâcher une arme pour pouvoir récupérer une clé qui me servait à continuer dans l'histoire, et quand je suis revenu à l'endroit où j'avais lâché mon arme, elle avait juste despawn. Alors ça m'est arrivé qu'une seule fois dans tout le jeu, donc je pense que j'ai juste pas eu de chance, car toutes les autres fois où je lâchais une arme pour récupérer un objet clé, mon arme était toujours là quand je revenais. Malheureusement, c'est des bugs qui nuisent vraiment à l'expérience du jeu, mais vas-y, on les pardonne, ils sont que 6 sur le projet. C'est pas grave les frères, on fait tous des erreurs. Et maintenant, comment faire un bon jeu d'horreur sans mettre un stalker? Si vous savez pas ce que c'est, un stalker, c'est un ennemi qui va te poursuivre à différents moments du jeu, qui sont soit scriptés, soit aléatoires. Et la particularité de cet ennemi, c'est qu'il est invincible, donc tu peux que le fuir, ou dans certains jeux, tu peux grand max le mettre KO quelques secondes pour pouvoir le prendre t'enfuir avant qu'il se relève pour te niquer ta race. Alors des exemples de stalker, il y en a plein, je vais encore parler de Resident Evil, je suis désolé, mais ils ont tout fait frère, c'est le jeu d'horreur par défaut. On a Mr. X dans le 2, qui a des apparitions aléatoires qui va suivre tout le jeu, Nemesis dans le 3, qui malheureusement a des apparitions seulement scriptées, donc ça fait un peu moins peur, mais ça marche quand même. Bref, des stalkers dans les Resident Evil, c'est pas ce qui manque, il y en a aussi dans le 4, le 7, le 8. Dites-moi si j'ai oublié un jeu. Outlast, c'est un jeu qui repose entièrement sur cette mécanique. Il y a même Dead by Daylight, qui est un jeu en ligne sur cette mécanique-là, vraiment pète sa mère en plus. Bref, vous comprenez ce que c'est, et du coup, il y en a un dans Cry of Fear aussi. Ce stalker, c'est un mec avec des masques et une tronçonneuse.
Déjà, il crie super fort, mais surtout, il court tellement vite ce chien. J'ai jamais vu un ennemi aussi rapide dans un jeu d'horreur. Simon, il court vite lui aussi, mais le problème, c'est qu'il a pas beaucoup d'endurance. Alors cet enculé là, il s'arrête pas. En fait, le jeu est très fort pour te faire croire que tu vas mourir, parce qu'il est assez rapide pour te rattraper quand t'as pas d'endurance. Donc tu l'entends vraiment pile collé à toi. Mais à chaque fois qu'il se rapproche de toi, il va s'arrêter pour donner un coup avant de reprendre sa course. Donc tu survis sans trop de problèmes. Faut pas se cacher que la première fois que tu joues au jeu, ça fait bien peur. Donc GG à vous les développeurs, votre technique elle marche bien. À un moment, Simon va recevoir un appel, mais la personne au bout du fil a l'air d'habiter au Mali, parce que ça bug énormément, on comprend rien du tout. Et la voix semble féminine, mais Simon la reconnaît pas du tout. Il arrive juste à comprendre que la meuf lui a dit qu'elle est sur le toit ou quelque chose comme ça avant de raccrocher. On rentre dans un bâtiment à côté, on rentre dans un appart qui a une fenêtre cassée pour pouvoir accéder au toit. Et il y a bien une fille, c'était pas un guet-apens. En plus de ça, il la connaît, elle s'appelle Sophie et il est bien choqué de la voir. Après tout ce qu'il est en train de vivre, c'est normal. Il lui parle de tout ce qui se passe et Sophie a pas l'air d'avoir rencontré un seul monstre. En gros, il passe pour le fou du bus là. Ça tape la discute et on en apprend un petit peu plus sur le passé de Simon. On apprend qu'ils étaient dans la même école, donc ça doit faire assez longtemps qu'ils se connaissent. Et elle remercie Simon d'avoir été là pour elle car elle avait des difficultés à l'école, mais aussi dans sa vie. Simon se confie carrément et lui dit que s'il l'avait aidé, c'est parce qu'il a toujours bien aimé. C'est pas qu'il est amoureux d'elle, mais qu'il aimerait beaucoup mieux la connaître. En gros, il veut quelque chose de spécial entre eux et il insiste en lui disant qu'elle est trop belle aussi. Ça va Simon, arrête de sucer. Elle répond qu'elle a toujours apprécié aussi, mais seulement en tant qu'amie. Je pense qu'il y avait rien de pire que ça pour Abba Simon. Déjà que son moral est bien bas. Ça, moi à sa place, je l'aurais poussé du tout à bas les couilles. Et finalement, j'ai pas besoin de le faire parce qu'elle va le faire elle-même. Avant de sauter, elle a dit à Simon, excusez-moi. Avant de sauter, elle dit à Simon que si elle l'avait appelé, c'était car elle voulait s'échapper de tout, mais littéralement absolument tout. Ça sous-entend qu'elle voulait carrément s'échapper de la vie, raison pour laquelle elle a sauté. Alors, je veux bien que t'aies besoin d'aide et de confort, donc t'appelles ton ami pour ça, mais te suicide pas devant lui, wesh, pitié. En plus, tu sais déjà qu'il va pas bien lui-même. Juste après, il y a un boss qui apparaît et au bout de quelques coups, le jeu nous propose de nous enfuir. Donc on a le choix de soit le tuer, soit partir. Mais ici, on n'est pas des salopes, donc on reste et on l'élimine. Si on choisit de fuir, Simon va juste descendre du toit en rentrant par la fenêtre de l'appart par laquelle on a accès au toit, justement. Et le boss va disparaître comme par magie. Ce choix là sera décisif dans l'histoire et ce sera pas le seul parce qu'il y a plusieurs fins, 4 au total, que je vais montrer tout de suite. C'est le mec qui fait rien dans l'ordre. Non, bien sûr, on va en parler à la fin du jeu, logique. On descend et en s'approchant du cadavre de Sophie, on a un autre flashback où on voit Simon en détresse totale qui dit à Sophie qu'il l'aime. Donc tout à l'heure, quand il a dit qu'il était pas vraiment amoureux, bah il ment, wesh, ou alors il a aucun souvenir, je sais pas. Bon, on arrive à une partie du jeu qui peut s'avérer bien chiante et vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez tout à l'heure quand je disais que Cry of Fear s'inspire de plusieurs éléments des jeux Resident Evil, dont le fait de faire plusieurs allers-retours dans des zones où on est déjà passé. À la base, un aller-retour, c'est pas censé être très long. Genre, tu retournes quelquefois dans une salle ou une zone pour y déposer ou récupérer des trucs qui vont te servir à avancer dans le jeu. Ça peut arriver que tu le fasses plusieurs fois, mais c'est rapide en général. Dans Cry of Fear, non seulement t'en fais énormément, mais en plus les allers-retours ils sont tellement longs. Alors, c'est cool de revenir dans des zones qu'on a déjà faites, mais pitchez, mettez des raccourcis, je sais pas. Faites en sorte qu'ils se téléportent en s'évanouissant. De toute façon, on est dans un jeu d'horreur psychologique, vous avez juste à dire ouais, il est fou. Donc, il s'est réveillé ici et ça passe. Les passages sont très longs et le pire, c'est que quand t'arrives pas à trouver où aller, et là, tu commences à te perdre. C'est possible que tu fasses toute la map sur le bon chemin. Non, c'est grave. Et je dis pas ça parce que ça m'est déjà arrivé. Hein. Non, même pas. Moi en vrai j'abuse. Hein. Si tu trouves ton chemin, c'est pas si long que ça. Faut juste savoir s'orienter. Et puis ça m'a pas tant dérangé que ça. C'est plus le fait que j'arrivais pas à me repérer qui me faisait galérer. Mais mettez des skips quand même la prochaine fois, s'il vous plaît. Par contre, j'ai beau critiquer cet aspect du jeu, il faut avouer que la map est très bien designée. Tu trouves plein de nouveaux passages qui relient plusieurs zones entre elles, qui paraissent logiques et tu te rends compte comment la map est extrêmement bien faite. Genre ça a vraiment l'air d'une vraie ville quoi, où tu peux te rendre au même endroit, peu importe d'où tu viens. En parlant de level design, il y a beaucoup de parcours dans le jeu, des moments où tu devras sauter, faire attention à ne pas tomber, passer dans un endroit bien exigu, tout ça, beaucoup de verticalité. Il y a même des passages où tu dois passer sous l'eau carrément, un gameplay et des niveaux très complets quoi. Donc voilà, le level design est un point positif du jeu, c'est vraiment quelque chose qu'on doit pas négliger. Dark Souls n'a qu'à bien se tenir. Pendant un retour à la première zone du jeu, on tombe dans un couloir infini où on entend une voix d'homme. Je vais pas tout dire car c'est trop long, alors je vais juste résumer. En gros, au fur et à mesure qu'il parle, on comprend que c'est un docteur, sûrement psychiatre, qui suit l'état psychologique de Simon et lui prescrit des médicaments. Il dit qu'il agit très bizarrement, qu'il a même des hallucinations et qu'il est pas très coopératif vis-à-vis des questions que lui pose le docteur. Simon décrit quelque chose comme le jour noir et il déteste parler des éléments de sa vie qui se sont passés avant ce jour. On sait pas à qui parle le docteur, mais c'est clair qu'il parle de Simon. Quand il finit de parler, on tombe sur une porte au bout du couloir qui nous amène dans un endroit grave bizarre avec une tête au milieu et des monstres. Quand tu finis de les tuer, un passage se déverrouille vers une porte et quand tu t'y approches, on tombe dans le vide puis on s'enfuit vers la seule lumière qu'on voit pour enfin revenir à l'endroit par lequel on a accédé au couloir infini. Le jeu a pour l'instant jamais atteint un niveau aussi haut de trucs lugubres. Évidemment des scènes de ce genre, il y en a d'autres dans le jeu, je ne les montre pas parce que
j'ai la flemme. De toute façon, vous avez capté la veille. Et si vous voulez en savoir plus, allez jouer au jeu et cassez pas les couilles, il est pas gratuit pour rien. Non, sérieux, en vrai, vous devez vraiment le faire. Parce que regarder une vidéo et y jouer, ça n'a rien à voir. Je vous conseille vraiment de jouer, si vous avez envie en tout cas. Et pour revenir à ce que je disais, pendant une scène de folie de Simon, on trouve une feuille que je vais pas lire parce que c'est long. Mais en gros, c'est un poème. Et ce poème entier représente l'accident de Simon. En gros, ça parle d'un enfant qui a subi un accident une nuit. Simon est représenté comme un enfant qui marchait dans la nuit, qui s'est fait écraser et qui s'est fait prendre en charge par des hommes en blanc qui sont sûrement les médecins. Le texte dit que cet accident lui a fait perdre l'usage de ses deux jambes à vie. Et la salle où on se trouve comporte des portes sur lesquelles il y a des symboles d'une voiture, une chaise roulante, un pistolet et un livre. C'est d'ailleurs dans cet ordre qu'on doit rentrer pour résoudre l'énigme. Un peu après, on a une cinématique, toujours avec un aspect de flashback, qui montre un docteur qui parle à ce qui a l'air d'être un policier vu sa tenue. En gros, il parle des blessures que Simon a subies pendant l'accident. Il dit que ses jambes sont maintenant inutilisables, mais que c'est un miracle qu'il n'ait pas eu de blessure sur la partie supérieure de son corps, même s'il a été traumatisé. Il ajoute aussi que Simon est un mec très perturbé sur le plan psychologique, mais qu'il avait déjà des problèmes mentaux avant son accident. Donc c'est juste que cet accident a amplifié ses problèmes mentaux. Après ça, on va prendre le train et on va accéder à une nouvelle zone qui est à la forêt. Sauf que le train, avant d'y accéder, va se crash dans une scène digne de Uncharted 2. Et comme si c'était pas assez, tu vas perdre tout ton inventaire. Et bref, on continue et on tombe sur un chemin. Au bout de celui-ci, on voit le docteur qui passe un portail. On a nulle part d'autre où aller, donc on le suit et on voit que c'est un hôpital psychiatrique. Et il a l'air bien abandonné. On va trouver de nouvelles armes et une lampe torche pour mieux s'éclairer. Mais vu qu'on a perdu notre inventaire, on a plus 6 emplacements, on en a que 3. Donc ça va être vraiment chaud là, déjà notre inventaire avec des objets clés et tout ça. Dans l'hôpital, on trouve le docteur qui nous attend. Et le dialogue qui suit est tellement bizarre que je dois vous le refaire. Approche-toi. T'es déjà proche là, plus près. Il y a une putain de porte entre nous, fils de pute, je m'approche comment? Approche-toi, je vais t'aider à l'ouvrir, je vais te niquer ta mère. Bon, j'ai un peu exagéré, mais en gros, le docteur dit à Simon que pour qu'il lui ouvre la porte, il va devoir lui apporter une arme qui se trouve dans l'hôpital. Depuis quand tu nous donnes des quêtes, toi? On est dans un RPG maintenant. On va chercher l'arme et quand on lui apporte, on a le choix de soit lui donner, soit ne pas lui donner. Peu importe ce qu'on choisit, le docteur va nous donner la clé, mais avant qu'on ouvre la porte, il va sortir un deuxième gun de sa poche et nous tirer dessus avant de partir. Donc le gun qu'on vient de lui apporter là, il nous l'a demandé juste pour nous casser les couilles. En plus de ça, le tir qu'on vient de se manger a réduit notre barre de vie définitivement. Après une suite d'énigmes dans cet hôpital, on arrive au grenier et le docteur nous attend. Simon, il a grave la haine pour la balle qu'il lui a mis, donc on a un boss fight contre le docteur. Donc vraiment stylé, je m'attendais pas trop. En vrai, c'est pas compliqué, juste le docteur va changer de cachette et quand il va sortir de sa tête pour te tirer dessus, tu dois juste tirer avant lui et tu recommences jusqu'à ce qu'il meure. Après l'avoir tué, on a le 50e flashback et on voit clairement Simon en chaise roulante cette fois. Première fois qu'on le voit dans un flashback. Et il est devant le médecin. Et le médecin lui dit que les médicaments sont pas suffisants pour l'aider, donc il lui recommande une thérapie cognitive. Ne vous inquiétez pas, moi non plus je sais pas ce que c'est, et Simon aussi d'ailleurs. Donc le médecin lui explique que Simon va devoir écrire un livre sur comment il se sent pour voir si ça pourrait l'aider à aller mieux. De toute façon, il perd rien à y essayer, donc Simon accepte. Retour à la réalité, Simon achève le docteur et on sort de l'hôpital. Maintenant, pour la première fois dans tout le jeu, il fait jour. Et qu'est-ce que c'est réconfortant? Le ciel est beau, tu vois l'eau, t'entends les oiseaux et tout. Et ça contraste grave avec le reste du jeu. Pour la première fois, tu te sens apaisé et en sécurité dans le jeu. C'est trop bizarre de voir ça ici. En plus, on va avoir un moment bien calme sur une barque qui a bien évidemment inspiré les moments sur le bateau dans God of War 4. Bon, en vrai, l'horreur est pas finie parce qu'en descendant du bateau, on entre dans un endroit bien sombre et rempli d'ennemis. Belle fin de la part du jeu, c'est remarquable. Mais bon, on sort de cet endroit macabre et on arrive dans une résidence avec l'objectif de trouver notre maison. On est donc bien arrivé chez nous, il nous suffit juste de marcher encore un peu. On marche, mais il y a toujours des monstres sur le chemin, ça s'arrête jamais. Puis enfin, on trouve notre maison et on rentre à l'intérieur. Ça y est, Simon, t'as atteint ton objectif, bien joué à toi. En rentrant, il va appeler sa mère, tout naturellement. Mais personne répond. Il entre dans sa chambre, d'ailleurs on le reconnaît car c'est exactement la même que la première salle du jeu là. Et quand il rentre, il trouve sur une chaise un livre et quand il le ramasse, il y a une cinématique de Simon dans sa chaise roulante avec son livre dans la main. Puis on respawn dans la chambre, cette fois avec un couloir qui fait bien peur. Bon, on traverse sans poser de questions, de toute façon ce jeu est bizarre du début à la fin. On monte dans un ascenseur et arrivé en haut, on voit nous-mêmes dans le fauteuil roulant derrière une barrière. C'est donc un boss fight contre nous-mêmes. Il y a des objets qui volent qu'on va devoir éviter, des vagues d'ennemis qui vont sortir, qu'on va devoir faire tourner et tuer en utilisant nos skills. On a tous appris sur Black Ops mode zombie. Une fois terminé, les barrières s'ouvrent et on approche l'autre Simon. On le tabasse, j'ai pas capté pourquoi, mais ok. Et Simon va étrangler l'autre Simon à mort. Quand la barre de vie du boss descend, on a la cinématique de fin. Mais avant de vous montrer ce que c'est, je dois vous avouer un truc. Alors en fait, je vous ai menti. Tout ce que je raconte depuis le début, là, c'est faux. Bon, je fais le mec Zarma plot twist alors que tout le monde avait compris. Mais du coup, tout ce qui se passe après l'accident, en dehors des cinématiques flashback, tous les moments qu'on va jouer et on va confronter les monstres, en gros, tout ça c'est faux.
Vous voyez la cinématique où le médecin conseille à Simon d'écrire un livre sur ce qu'il ressent. En fait, tout le jeu, c'est seulement la matérialisation du livre qu'il a écrit. Et celui qu'on contrôle est une espèce de projection du vrai. C'est comme si Simon avait écrit une histoire alternative avec lui-même en tant que protagoniste. Et on joue ce Simon-là, du coup, le Simon du livre. C'est pour ça que Simon comprend rien à ce qui lui arrive et que à des moments random du jeu, on avait des flashbacks, qu'on voyait le docteur, qu'on voyait Sophie sauter, puis après se transformer en carcasse. Bref, maintenant qu'on a compris tout ça, je vais vous parler des fins du jeu. Alors il y en a 4, dont 3 tristes et une fin heureuse. Enfin, heureuse. Pas vraiment, on va plutôt dire que c'est la moins pire des 4. Je vais naturellement aller de la pire à la moins pire. Je rappelle les 2 choix qui vont déterminer la fin du jeu, parce qu'il y en a que 2, mais bon, c'est déjà bien. Affronter ou fuir le boss qui apparaît après Sophie, et donner ou ne pas donner l'arme au docteur. Alors la première fin, elle s'obtient si on fuit le boss et qu'on donne pas l'arme. C'est la pire des fins, et le boss final de cette fin, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le Simon dans la chaise roulante, et ce sera pareil pour les 2 autres fins. Il n'y a que la dernière qui change. Donc dans chaque fin, on va avoir la fin du livre, et dans cette fin-là, il dit que le fait qu'il soit coincé sur ce fauteuil a juste gâché sa vie, et avec le livre qu'il a écrit, il s'est rendu compte à quel point sa vie était devenue insupportable. En plus de ça, avant de se tuer lui-même et d'écrire cette fin, il a tué son médecin et Sophie, parce qu'il pensait que les 2 se moquaient de lui. Et il ajoute à ça qu'il aurait aimé faire mourir le monde entier avec lui. Le frérot a vraiment touché le fond, c'est qu'il ne pouvait plus rien pour lui là. La deuxième fin, elle s'obtient si on fuit le boss, mais qu'on donne l'arme au docteur. Cette fin est un peu moins pire que la précédente. Simon est un peu moins agressif dans son message, mais il dit toujours la même chose concernant son accident et son état physique dans le fauteuil roulant. Il dit que ses amis le calculaient à peine et que sa famille l'a carrément abandonné, tout en se rabaissant lui-même. Il s'excuse auprès du docteur car il n'a pas réussi à venir à bout de sa thérapie, mais il remercie quand même pour avoir essayé de l'aider. Par contre, avant de mettre fin à sa vie, il a pris celle de Sophie, et la raison pour laquelle il l'a tuée est parce qu'il voulait la garder rien que pour lui. Zama, if I can't have you, no one can. Vas-y, casse-toi. La troisième fin, elle s'obtient si on affronte le boss, mais qu'on donne pas l'arme. Cette fin est moins pire que la première, mais elle est de même niveau que la deuxième, je dirais. Toujours le même discours concernant son état physique et mental. Et comme dans la première fin, il dit que ce livre n'a servi à rien, à part se rendre compte à quel point sa vie puait la merde. Il rajoute ensuite que la seule personne qui voulait vraiment l'aider, c'était Sophie. Il s'excuse auprès d'elle et lui souhaite le meilleur pour la suite, tout en disant qu'il espère qu'elle ne voit rien de tout ce qu'il a fait ou écrit. Par contre, dans cette fin, il tue le docteur. Maintenant, la quatrième fin, c'est la meilleure du jeu, ou comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt la moins pire, parce que dans tous les cas, elle est pas très heureuse. Elle s'obtient en affrontant le boss et en donnant l'arme au docteur. Par contre, au niveau du boss final, c'est très différent. De là où les 3 autres fins, c'était exactement le même boss, il y avait que la lettre de fin qui changeait. Dans celle-là, au lieu que Simon se tire une balle, on va le voir prendre le gun, et on va voir le Simon du livre, le Simon qu'on contrôlait tout le jeu, quoi, ensanglanter, ouvrir la porte, et maintenant on va jouer le vrai Simon en fauteuil roulant, et on va sortir de l'appart. On va avancer dans des couloirs dégueulasses, un peu comme dans les autres fins, dans lesquels on va tirer sur le Simon du livre pour l'abattre. Et quand on le tue, on a la scène de fin. Simon dit qu'il s'est empêché de se tuer, mais qu'à la place, il a accidentellement tué 2 policiers qui étaient en train de venir chez lui. Dans les 3 autres fins, ces 2 policiers viennent bel et bien, mais ils arrivent quand Simon meurt. On suppose qu'ils étaient là pour empêcher Simon de se suicider, soit car c'est eux qui les a appelés, soit c'est quelqu'un d'autre qui les a prévenus, car ils savaient que Simon allait se tuer. Je suppose, parce que ça c'est pas écrit, c'est écrit nulle part en fait, donc on peut que supposer. Moi je pense que plutôt que c'est lui-même qui les a appelés car il a écrit la fin de son livre et personne n'aurait pu le voir à part eux parce qu'il comptait mourir justement. Juste pour cette fin, il l'a pas fait. Il écrit qu'il regrette énormément de les avoir tués, même si c'était par accident. Il passe donc le restant de sa vie dans un hôpital psychiatrique. Le fait de finir son livre l'a beaucoup aidé, heureusement. Il décrit qu'il se sent mieux maintenant et qu'il est plus en paix avec lui-même malgré son handicap. Au moins, il l'a accepté maintenant. Il revient encore sur les 2 policiers qu'il a abattus et il dit qu'il ne se pardonnera jamais de leur avoir enlevé la vie, sans faire exprès. Heureusement, il a tout le personnel de son hôpital qui l'aide, donc ça pourrait aller mieux, je pense. Sophie rend visite à Simon de temps en temps quand les médecins la laissent. Elle a aussi trouvé un nouvel ami, qui est là pour elle et qui la traite bien. Simon est heureux pour elle, même s'il va rester nostalgique des moments qu'il a vécu avec elle, tout en sachant que ça sera jamais pareil. Il finit en disant que ce livre a changé sa vie, et voilà, c'est la dernière note positive du jeu quoi. Merci à son médecin d'avoir fait le clutch de la décennie vraiment. Bon, j'ai trop aimé ce jeu, il m'a vraiment marqué, que ce soit en termes de gameplay ou d'histoire, et il est l'un de mes jeux d'horreur préférés, ça c'est sûr. Peut-être mon préféré, je sais pas, en vrai je devrais faire un classement. Ce serait pas mal pour une vidéo, non, mettez en commentaire si vous voulez voir ça un jour. C'est le mec qui veut gratter du référencement. Non ça, je pense que Cryofear est une bonne représentation de la dépression mise dans un jeu vidéo. Il fait bien son travail en tant que jeu d'horreur et en plus de ça il traite de sujets super sérieux. Je pense que toutes les personnes qui ont joué à ce jeu, ça leur a laissé une petite trace en moins. Ce jeu il marque les gens d'une manière ou d'une autre en tout cas.
Avant de finir la vidéo, je suis obligé de créditer le youtubeur dont je me suis inspiré pour la faire. Je parle bien sûr de Liz. Ça fait un peu moins d'1 an que je l'ai découvert et j'ai grave aimé ses vidéos. Ça fait déjà longtemps que je regarde des tests sur des jeux vidéo, notamment chez Saven et chez Shune. Il y a même d'autres chaînes comme plus récemment Soketchik. Et bref, je vous mettrai sûrement d'autres blazes à l'écran que j'ai pas actuellement en tête. Mais c'est plus Liz qui m'a donné envie de faire mes propres vidéos. Même s'il a pas inventé les vidéos de tests sur les jeux vidéo, je me sens obligé de le créditer parce qu'il a un style bien original et je m'en inspire beaucoup, faut pas se le cacher. D'ailleurs, si tu passes par là, ça dit quoi frérot? Merci d'avoir regardé la vidéo, c'est ma première donc ça serait gentil si vous pouvez vous abonner et mettre un like pour me soutenir et avoir plus de visibilité. Partagez-la aussi à vos proches et surtout ce que j'aimerais c'est votre avis sur ma vidéo. Si vous n'avez pas la flemme, mettez ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que je devrais changer ou non, tout ce que j'ai amélioré, etc. Vraiment les frères, je prendrai toutes les infos, ça pourrait m'être que bénéfique. Alors merci d'avance à tous ceux qui le feront et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo.